on commence le TD. Donc pour l'exercice 6 comme prévu. Donc on a un espace vectoriel, grand E, de dimension 3, donc dimension finie. On a un endomorphisme petit f, donc application linéaire de E dans E, et donc tel que f au cube soit égal à l'application nulle. Et par contre, f au carré n'est pas égal à l'application nulle. Et donc la question, elle est un petit peu brute, hein, établir qu'il existe une base bêta, donc il faut déterminer une base bêta, telle que la matrice de l'application linéaire petit f dans la base bêta soit la matrice qui est donnée ici. Alors, pour répondre à la question, donc quelle est l'idée ici? Bon, bah, il faut analyser, regarder la matrice qui est donnée. Donc on va chercher une base qu'on peut appeler éventuellement E1, E2, E3. Et l'image du premier vecteur sur la première colonne est nulle. Donc le premier vecteur est dans le noyau, l'image du premier vecteur est nulle. Deuxième information, l'image du deuxième vecteur, c'est le premier vecteur. Donc on pourrait dire que f de E2 est égal à E1, toujours en appelant E1, E2, E3 les trois vecteurs de la base bêta qu'on cherche. Et puis de même, sur la troisième colonne, on a donc f de E3 qui est égal à E2. Donc finalement, f de E3 est égal à E2, f de E2 est égal à E1, f de E1 c'est le vecteur nul. Donc le troisième vecteur est envoyé sur le deuxième. Donc ça veut dire que finalement E2 est égal à f de E3 et E1 c'est f de E2. Donc finalement il faut trouver un vecteur uniquement E3 tel que finalement E2 va être égal à f de E3 et E1 va être égal à f de E2, c'est-à-dire f rond f de E3. Donc finalement, si on a le troisième vecteur, il faut donc trouver uniquement un vecteur E3. Vous n'avez pas corrigé la question 4. Ah ok, d'accord. Bon, je reviendrai après de suite dans ce cas-là, Quentin, pas de souci. Il faudra juste me le rappeler au cas où. Voilà. Et donc, comme je disais, l'image donc c'est le troisième vecteur E3 qu'il faut déterminer. Et donc, E2 va être égal à f de E3 et E1 va être égal à f rond f de E3. Et par contre, l'image, donc f rond f, donc f3 du vecteur E3 va être nulle. Alors f3 du vecteur E3 est nul, c'est normal parce que f3 est l'application nulle. Par contre, f2 n'est pas nul. Et f2 c'est qui? C'est le vecteur E1. Enfin, c'est pas le vecteur E1, mais le vecteur E1, le premier vecteur de la base, doit être égal à f2 du vecteur E3. Donc en fait, le vecteur E1, c'est f2 du vecteur E3, il doit être non nul. Et donc, comme l'application f2 n'est pas nulle, eh bien c'est justement cette information-là qu'on va utiliser. L'application n'est pas nulle. Donc, n'étant pas nulle, ça veut dire qu'il existe au moins un vecteur qui a une image non nulle. Ou, pour le dire autrement, il existe au moins un vecteur dans grand E, un vecteur petit x dans grand E, tel que f2 de x ne soit pas égal au vecteur nul. À partir de là, c'est assez simple. Après, il n'y a plus qu'à l'écrire une fois qu'on a bien analysé ça. Donc, j'ai écrit ce que je viens de dire. Il existe un vecteur dans E tel que f2, enfin l'image de ce vecteur par f2 ne soit pas le vecteur nul. Ça, c'est puisque l'application f2 n'est pas le vecteur nul. Ce vecteur x, on va le considérer comme notre vecteur E3. Le deuxième vecteur E2, je les ai notés à droite ici. Le deuxième vecteur E2 est égal à f de E3. Et le premier vecteur, c'est f rond f de E3. Alors, donc on a bien les images. Par contre, j'avoue que j'aurais dû faire la chose suivante, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait et on va le faire ici à l'oral. C'est-à-dire que vérifier qu'on a bien une base. Donc vérifier que bêta est bien une base.
Donc si on définit comme ceci bêta, si c'est une base, alors on a bien la matrice de f dans cette base B, pardon, pas bêta, dans cette base B qui est la matrice ici. On a les propriétés qui sont vérifiées. Alors pourquoi est-ce que c'est bien une base? Eh bien si on écrit alpha f de 2x plus... il faudrait que j'écrive en direct. Ou alors je vais prendre... je vais l'écrire dans le chat en même temps. Voilà, normalement la zone de chat devrait apparaître. Voilà. Accès aux fiches de correction. Ah oui, tu as raison, Antoine, je ne vous l'ai pas envoyé. Bon, alors, ce qu'on va faire... ouais, exact, je vous les ai envoyés les fois précédentes. Donc, je coupe 2 secondes l'enregistrement. Hop. Voilà, donc je relance l'enregistrement. Donc pour démontrer que la famille B est une base, donc la famille f de x, f de x, x est une base, donc j'écris dans la zone de chat. Donc j'ai pris 3 coefficients, A, B et C, et donc on suppose que... On va démontrer que la famille est libre hein, d'abord, donc on suppose que A f2 de x plus B f de x plus cx est nul. Et là, l'idée, c'est d'utiliser le fait que f3 est nul, mais pas f2, et en particulier pas f2 de x. Donc là, il y a une idée, c'est de composer par f. Alors non pas seulement f, parce que si on compose par f, on aura a f3 de x qui va être nul et qui va disparaître, mais on aura encore bf2. Donc on va composer par f2. Donc si on compose par f2, on a a f, évidemment, ça s'écrit pas bien comme je veux, a f 4 de x, voilà, plus b f, je suis en train d'écrire en même temps, 3 de x, plus c f 2 de x, qui est nul. Qui est nul, voilà. Et donc j'ai composé par f2, donc si on suppose que af2 plus bf plus cx est nul, en composant par f2, alors on a af4 plus bf3 plus cf2, à chaque fois f4 de x, hein, plus bf3 de x plus cf3 de x qui est nul. Or f3 est nul, donc f4 est nul, puisque c'est f rond f3. Donc finalement il va rester c f2 de x qui est égal à 0. Voilà. De cette égalité, on déduit, puisque f2 est non nul, c'est notre hypothèse, f2 de x pardon, est non nul, c'est notre hypothèse, donc on déduit que c est nul. Maintenant que c est nul, il nous reste donc a f2 de x plus b f de x est égal à 0. Et donc maintenant, on va composer cette fois-ci non pas par f carré, j'espère que vous avez l'idée là, mais on va composer par f tout simplement. Donc pour trouver a f3 de x plus b f2 de x qui est égal à 0. Maintenant f3 est nul, donc il va rester dans cette égalité uniquement b f2 de x qui est égal à 0. Chaque fois j'ai des problèmes pour écrire, voilà. Et comme... C'est normal qu'on ne voit rien ou pas? vous voyez pas non, vous n'avez pas affiché la zone de chat? Vous avez accès à la zone de chat, alors faut... je sais pas si comment est votre fenêtre, mais vous devez avoir une petite fenêtre avec... chat quelque part, ou je sais pas s'il y a un autre nom que chat. Dans Non, mais votre... tant que vous envoyez rien, je pense que ça ne nous montre pas, monsieur. Ah si si. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai pas écrit aux bonnes personnes. Ah ok. Ah oui, excusez-moi. Alors je reprends. Ok, je vais faire du copier-coller. On va pas perdre trop de temps. Ok. Moi, ah oui, c'est parce que j'écrivais pas à la bonne personne. Oh zut. Ah oui. Voilà. Euh, Là, vous voyez bien. Rassurez-moi. A f2 de x plus b f de x plus cx égale 0. Oui, oui, là on voit. Oui. Ok, bon bah, mille excuses. Ok, j'ai pas vu que j'écrivais pas là aux bonnes personnes. Ok, donc ça, on part de là, on veut démontrer que la famille est libre. Donc on prend 3 coefficients réels A, B et C, et donc on a cette égalité-là. Donc l'idée, c'est de composer non pas par f, mais par f carré. Et donc si on compose par f carré, grâce à la linéarité, je ne l'ai pas dit à l'instant d'avant, mais grâce à la linéarité de f, donc on applique f carré partout, et donc on va trouver a f4 de x plus b f3 de x plus c f2 de x qui est nul.
L'idée là-dedans, en composant par f carré, c'est qu'on fait apparaître f4 de x et f3 de x. On sait que l'application f3 est nulle, donc f4 qui est égal à f rond f3 est nul aussi. Donc finalement, de cette égalité-là, il va rester uniquement le dernier terme sur l'expression sur le membre de gauche, c'est-à-dire c'est f2 de x qui est égal à 0. Maintenant, puisque f2 de x est non nul, c'est notre hypothèse, on en déduit donc que c est nul. Alors, puisque c est nul, on va reprendre la première expression, donc l'égalité qu'on avait supposée, mais cette fois-ci sans le c, donc c'est a f carré de x plus b f de x qui est nul. Cette fois-ci, on ne compose pas par f carré, mais on va composer par f. Donc en composant par f et en utilisant la linéarité de l'application linéaire petit f, on a af3 de x plus bf2 de x qui est nul. Cette fois-ci, c'est f3 de x qui est nul. Donc il va rester bf2 de x qui est nul. bf2 de x est nul, mais f2 de x est non nul, donc b est nul. On reprend l'hypothèse, j'aurais peut-être pu la numérer 1, l'appeler 1 par exemple, donc qui est af2 de x plus bf de x plus cx est nul. Puisque b et c sont nuls, il va rester donc af2 de x, j'écris en même temps cette fois-ci, f2 de x, pardon, j'ai pas bien écrit, qui est nul. Mais f2 de x est non nul, donc on en déduit que a est égal à 0. Et donc on a bien l'implication af2 plus bf de x plus cx est nul implique a égale b égale c égale 0. Donc la famille est libre. La famille est libre, c'est une famille de 3 vecteurs, elle engendre un espace vectoriel de dimension 3. Comme on travaille dans un espace de dimension 3, elle engendre l'espace tout entier, donc c'est une famille libre et génératrice. C'est donc une base de l'espace. Voilà. Donc la famille B est bien, comme on l'a défini, là, une base de l'espace, et la matrice de f dans cette base B, c'est bien la matrice qui est donnée ici. Est-ce que pour cet exercice-là, vous avez des questions ou pas? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut revenir ou pas? Non, c'est bon? Okay. Vous pouvez juste répéter pour l'aspect générateur et génératrice. Oui, c'est une famille libre. C'est une famille libre de 3 vecteurs. Donc l'espace vectoriel qu'elle engendre, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Maintenant, comme c'est un espace de dimension 3 et que, donc un sous-espace vectoriel de dimension 3, mais c'est un sous-espace vectoriel de dimension 3 de grand E qui est de dimension 3. Donc en fait, elle engendre grand E tout entier. Et donc, puisqu'elle engendre grand E, eh bien, c'est que c'est une famille génératrice. Donc elle est libre et génératrice. Donc c'est une base de l'espace. D'accord, merci monsieur. Alors, pour l'exercice 7, sauf s'il y a une question, mais j'ai pas vu de main non plus se lever. Pour l'exercice 7, donc on a une base bêta qui est IJK, la base canonique de R3. Alors, ça va être l'occasion de rappeler, je vais mettre ça, pardon, excusez-moi, je vais mettre ça tout en bas, de rappeler le fait que, pardon, j'ai des trucs qui s'allument là, qui doivent vous déranger, voilà. Le fait que, attention aux bases dans lesquelles vous travaillez, je ferai un petit topo sur le sujet du concours blanc bientôt, et entre autres dans le problème, beaucoup de personnes ont fait comme s'ils travaillaient avec la base canonique alors qu'il y avait une base qui était donnée qui s'appelait E1, E2, E3. Donc il faut bien respecter la base dans laquelle on travaille. Donc ici il y a une base justement qui est la base bêta, qui est IJK, qui est la base canonique de R3. Et puis on considère une famille UVW, donc les vecteurs UVW sont bien des vecteurs de R3. Et il faut montrer que donc, la famille gamma constituée donc des vecteurs UV et W dans cet ordre-là est une base de R3. Donc on aura une deuxième base. Puis donner ensuite quelque chose. Alors pour démontrer que c'est une base, donc l'idée la plus simple, très souvent, il y a plusieurs façons de faire. On peut démontrer qu'elle est libre et génératrice.
donc résoudre un système. Et donc pour démontrer d'abord qu'elle est libre, donc on résout un système, on montre que la famille est libre. Et comme c'est une famille de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3, elle sera aussi génératrice. Donc pour des raisons de cardinal, hein, de nombre d'éléments de la base, il suffit de démontrer qu'elle est libre. Mais une autre façon de faire, c'est de considérer, donc puisqu'on a une famille de vecteurs, gamma est une famille de vecteurs, de regarder la matrice de cette famille dans la base bêta. Donc rappelez-vous, on avait vu ça en cours, hein, la matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Eh bien, la matrice d'une famille de vecteurs dans une base, c'est colonne par colonne les coordonnées des vecteurs de la famille dans la base. Donc, le premier vecteur de la famille, c'est U, donc première colonne, on retrouve les coordonnées de U dans la base bêta. La base bêta étant la base canonique, donc 1, 1, 1 étant les coordonnées de U dans la base canonique, on a donc 1, 1, 1 sur la première colonne. La deuxième colonne, ce sont les coordonnées du deuxième vecteur, donc de V, dans la base bêta. Mais V est donné dans la base canonique, donc comme bêta c'est la base canonique, c'est donc 1, moins 1, 0. Et puis c'est la même chose pour le troisième vecteur. Et donc ici on a la matrice donc, de la famille gamma dans la base bêta. Deux façons de faire, pour démontrer que c'est une base, pour démontrer que gamma est une base, soit on calcule le déterminant, donc on pourrait très bien calculer le déterminant, et si le déterminant est non nul, ça signifie que la matrice est inversible, et dans ces cas-là, on a bien une base, ou bien j'avais répondu à la question sans utiliser la notion de déterminant, et donc on peut regarder le rang de la matrice, et il faut démontrer que c'est une matrice de rang 3. Et donc pour avoir le rang de la matrice, on va écrire des matrices équivalentes par ligne, puisque dès qu'on écrit des matrices équivalentes par ligne, on ne modifie pas le rang de la matrice. Donc là j'ai utilisé le pivot de Gauss pour ramener pour avoir la première colonne à 1, 0, 0. Bon, je vous passe les calculs. Hein. Et puis ensuite, donc encore une équivalence par ligne. Et donc, alors qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû inverser la première et la deuxième ligne et ensuite multiplier le moins 1, moins 2 par moins 1 pour trouver 1, 2. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai utilisé le 1 qui est ici pour avoir un pivot. Bref, en tout cas, on arrive à une matrice en tout cas qui est triangulaire et surtout une matrice qui est de rang 3. Donc elle est de rang 3, donc elle est inversible. Et donc ça signifie, puisque cette matrice est inversible, que la famille gamma est une base de R3. Alors non seulement c'est une base, je n'ai pas écrit ce que je vais dire maintenant, mais puisque c'est une base, ça veut dire que la matrice qui est ici, c'est donc la matrice de la base gamma écrite par rapport à la base bêta, c'est-à-dire qu'on a bien exprimé les vecteurs de la famille gamma en fonction des vecteurs de la famille bêta. Donc, comme je faisais une petite analogie en cours, hein, les vecteurs gamma, on peut considérer que c'est les vecteurs de la nouvelle base. On les réfère par rapport aux anciens qui sont les vecteurs de la base bêta. Donc ici, en fait, c'est une matrice de passage de la base bêta vers la base gamma. On va vers les nouveaux. Donc cette matrice-ci est la matrice de passage de la base bêta vers la base gamma. Je crois que quelqu'un a écrit dans le chat. Alors Arthur, de manière générale, toutes les matrices triangulaires supérieures sont inversibles. Oui, tout à fait Arthur. Toutes les matrices triangulaires supérieures sont inversibles à partir du moment où les éléments diagonaux sont tous non nuls. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un 0 sur les... voilà. Et en fait, hein, les éléments qu'on trouve sur la diagonale, donc c'était les pivots, et donc là on a 3 pivots pour cette matrice. Donc c'est une matrice de rang 3. Voilà. Ok. Alors ensuite on demandait dans une deuxième partie de cette question 1 de donner les coordonnées de IJK dans cette base. Donc on veut les coordonnées de IJK dans la base, donc en fait dans la base gamma, mais IJK sont les vecteurs de la base bêta. Donc en fait on veut exprimer les vecteurs de l'ancienne base par rapport à la nouvelle base. Et donc en fait, faire ceci, ça revient à déterminer la matrice inverse
de la matrice de passage de la base bêta vers la base gamma. Donc maintenant, il faut déterminer la matrice de passage de la base gamma vers la base bêta. Mais on sait que nous, on a la matrice de passage de la base bêta vers la base gamma, c'est celle qui nous est donnée. Maintenant, on veut l'autre. Et donc, la matrice de passage de la base gamma vers la base bêta est l'inverse de la matrice de passage de la base bêta vers la base gamma. Donc, pour avoir les coordonnées des vecteurs de la base bêta dans la base gamma, il faut inverser cette matrice. C'est pas la seule façon de faire, mais c'est le plus simple. Alors pour inverser la matrice, eh bien j'ai écrit donc la matrice, on aurait pu l'appeler P comme matrice de passage, hein. Donc si on écrit Px égale x', en passant par un système, c'est une des méthodes simples pour inverser une matrice, on passe par un système. Cette expression ici, on exprime x', y' et z' en fonction de x, y, z, et inverser la matrice revient via un pivot à exprimer x, y, z en fonction de x', y' et z'. Alors, je vous passe un petit peu les calculs, hein, il faut que vous sachiez les faire. Le 1/3 ici que vous retrouvez, ça doit être l'inverse du déterminant de la matrice. D'ailleurs, regardez, hein, les opérations sur les lignes ne modifient pas le déterminant d'une matrice, c'est ce qu'on avait vu en cours. Et vous voyez qu'ici, on a 1, 1, 3. Donc le déterminant de la matrice triangulaire, ça on avait vu aussi en cours, le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments diagonaux. Donc le déterminant ici est égal à 3. Donc le déterminant de la matrice de passage de la base bêta vers la base gamma est égal à 3. Et donc la matrice de passage inverse, on va trouver 1 sur le déterminant qui est en facteur, donc 1/3 en facteur. Alors l'expression qu'on a ici, il faut arriver avec cette expression. Donc si vous voulez, alors peut-être que je vais essayer d'écrire en même temps. Si vous ne voyez pas, réagissez tout de suite, dites-le moi. Alors je suis en train de chercher mon stylo. Ah, je comprends pas pour cette histoire-là. Voilà. Donc une fois qu'on a le système ici, on a là P x égale x'. Voilà. Eh bien, faudra que je pense à prendre une tablette. Ici, donc on a normalement, on a x égale p-1 x'. Ça va, vous voyez bien ce que j'écris? Oui, oui, on voit. Ok, parfait, merci. Alors, donc, si on a x égale p-1 x', ça signifie que la matrice qui est ici, donc la matrice qui est là, je vais mettre le tiers en facteur, donc 1/3, 2, et donc les coefficients sont ici, donc sur la première ligne, on va avoir 1, 1, 1, la deuxième ligne 1, moins 2 et 1, et la troisième ligne 1, 1, moins 2. Voilà. 1, 1, moins 2. Et donc, ça signifie que le vecteur i doit être exprimé en fonction des vecteurs u, v, w, c'est ce qu'on nous demande, c'est l'égalité qui est ici maintenant, à laquelle on s'intéresse. Et donc le vecteur i exprimé en fonction de u, v, w, c'est bien l'expression du premier vecteur de la base, alors la base qui s'appelle bêta, je crois, en fonction de la base gamma. Et donc cette expression de ce vecteur-là se retrouve sur la première colonne de la matrice. Le deuxième vecteur j, le deuxième vecteur, c'est le deuxième vecteur de la base bêta, et donc ce vecteur j, on le trouve sur la deuxième colonne de la matrice, donc p-1. Et puis le troisième vecteur, ses coordonnées, on va les trouver sur la troisième colonne de la matrice p-1. Cette matrice-là, c'est bien contient les expressions des vecteurs i, j, k, donc les vecteurs de la base bêta, en fonction de ceux de la base gamma. Voilà donc pour le résultat et comment est-ce qu'on fait à partir du système, une fois qu'on a inversé le système,
on a visuellement la matrice, je ne l'écris pas toujours, et donc de la matrice, on en déduit les expressions de I, J et K en fonction donc de U, V et W. Alors, une fois que tout ceci est fait, je vais effacer maintenant ce que j'ai écrit, sauf si vous avez des questions maintenant. Donc une fois qu'on a bien exprimé I, J et K en fonction donc de U, V et W, donc finalement ce qu'on a, je l'ai écrit mais je l'ai effacé, mais ça revient au même. Si on prend les coefficients qui sont ici, si on les prend en colonne, on a donc la matrice de passage, donc cette fois-ci des vecteurs donc de la base, alors attendez, cette fois-ci c'est I qu'on a exprimé en fonction de UVW, donc I était dans la base bêta, donc c'est les vecteurs de la base bêta en fonction de la base gamma, donc c'est la matrice de passage de la base gamma vers la base bêta. Bon, à l'oral c'est pas évident. Ok, alors petit 2, soit F l'endomorphisme de R3 dont la matrice relativement à la base bêta est ceci. Donc M c'est la matrice de F dans la base bêta. Et on demande la matrice M' de F dans la base gamma, et de deux façons. Alors là, il y a un résultat du cours sur lequel il faut absolument sauter, qu'il faut connaître par cœur, c'est l'expression M' égale P-1 MP. Là, c'est parfaitement donné. M' égale P-1 MP, donc que j'ai écrit ici. Ce résultat du cours à connaître par cœur dit quoi que, eh bien, M, c'est la matrice d'un certain endomorphisme dans une première base, on va dire l'ancienne base. Donc là, notre ancienne base, c'est la base bêta, puisque M, c'est la matrice de l'endomorphisme F dans la base bêta. Et P doit être la matrice de passage de l'ancienne base, donc de la base bêta, vers notre nouvelle base, qui est ici la base gamma. Voilà. Ancien, nouveau, c'est juste pour donner des repères. Et P-1, bien entendu, c'est l'inverse de la matrice de passage, puisqu'on avait démontré que toute matrice de passage était une matrice inversible. Donc, première façon de faire, pour calculer M', c'est-à-dire donc pour calculer la matrice de F relativement à la nouvelle base, donc relativement à la base gamma, on utilise l'expression M' égale P-1 MP. La matrice de passage, c'est la matrice de passage de l'ancienne base, c'est-à-dire de la base bêta vers la base gamma. La matrice de passage de la base bêta vers la base gamma, ce sont les vecteurs de la base gamma exprimés en fonction de la base bêta, donc c'est la matrice qui est ici. Et la matrice inverse, alors je ne l'ai pas réécrite, enfin si je l'ai écrite à la main tout à l'heure mais je l'ai effacée, mais je l'ai renoté ici, et donc on a 1 tiers de 1 à 1, donc sur la première colonne, on retrouve bien, enfin on l'a déduit, cette matrice P-1 du résultat qui est encadré au-dessus, c'est-à-dire I c'est 1 tiers de UVW, donc on exprime bien le premier vecteur de la base, alors celle-ci elle s'appelle gamma, de la base bêta en fonction des coordonnées de la base gamma. Ensuite on a le deuxième vecteur qui est J, donc ces coordonnées sont 1 tiers de 1 fois U, donc 1, moins 2 et 1, donc on détermine comme ça les coordonnées de la deuxième colonne, et puis pareil pour la troisième colonne. Donc on a la matrice P-1, et donc après on effectue le calcul, P-1 MP, donc là je vous encourage plus que fortement à écrire ces calculs, à les faire proprement, une fois que l'aspect plus théorique est compris, et donc on calcule P-1 MP, donc soit d'abord P-1 M, soit d'abord MP comme vous voulez, puisque le produit des matrices est associatif, et donc on trouve la matrice qui est ici. Ensuite, on demandait une deuxième méthode. Alors une deuxième méthode, ça consiste à revenir à la définition. On veut déterminer la matrice M', donc la matrice de F dans la base gamma. Donc si on veut la matrice de F dans la base gamma, eh bien on va déterminer les images par F des vecteurs de la base gamma. Donc on va déterminer l'image par F du vecteur U, l'image par F du vecteur V, et puis en dessous l'image par F du vecteur W. Mais attention, plus précisément, c'est la matrice de F dans la base gamma, il y a une seule base, donc ça veut dire que les images, donc F de U, il faut l'exprimer en fonction de UV et W. Alors F de U, alors qu'est-ce qu'on sait
sur U, et bien par définition, U c'est, il est tout en haut là-haut, hein. Là, U c'est I plus J plus K. Donc, je reprends les calculs. F de U c'est F de I plus J plus K. C'est donc F de I plus F de J plus F de K. Maintenant, comment avoir F de I? Excusez-moi, je bouge un petit peu. Voilà. Comment avoir F de I? Eh bien, F de I, c'est l'image du premier vecteur de la base bêta par F. Eh bien, on l'a sur la matrice de F dans la base bêta. F de I est donné sur la première colonne ici. Donc là, c'est la matrice de F. Je peux peut-être remonter ça. Voilà. Ici, c'est la matrice de F dans la base bêta. Et donc, on a sur la première colonne F de I. Donc, c'est 0i plus une fois J moins une fois K. Donc le F de I est donc remplacé par 0i, J moins K. F de J est donné sur la deuxième colonne, c'est donc moins I plus K, donc on retrouve ici moins I plus K. Et puis F de K est donné sur la troisième colonne de cette matrice, matrice de F dans la base bêta. Donc F de K, c'est donc I moins J que j'ai réécrit ici. On additionne tout ça, on trouve le vecteur nul. Bon, bah c'est terminé, F de U est le vecteur nul. Alors F de U est le vecteur nul, on retrouve bien la première colonne ici, l'image du premier vecteur U de la base bêta, son image c'est le vecteur nul. Ensuite F de V, donc F de V, on va chercher ce que c'est que le vecteur V, il faut donc repasser par la base IJK, V par définition il est donné dans la base canonique ici, donc 1 moins 1, 0, c'est donc une fois I moins J. Donc je redescends. F de V, c'est donc F de I moins J. Il est donc égal à F de I moins F de J. F de I, on va le chercher dans la matrice ici, c'est donc J moins K. Et F de J, on va le chercher sur la deuxième colonne, c'est donc moins I plus K. On remplace tout ça, et finalement, on se retrouve avec I plus J moins 2K. Alors ça, c'est bien, le I plus J moins 2K, là je vais l'encadrer ici, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la matrice de F dans la base gamma, ça veut donc dire que les vecteurs, il faut les exprimer dans la base gamma. Donc, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait ça, je ne sais pas. Ce qu'il faut faire, c'est remplacer I, J et K pour avoir uniquement U, V et W. Alors, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. Je remonte encore un tout petit peu, voilà. Ce que j'aurais pu faire, en fait, tout bêtement, pourquoi j'ai pas fait ça, j'ai pris une petite astuce, c'est de prendre I et l'expression de I qui est encadrée là-haut, et remplacer I par 1 tiers de U plus V plus W, remplacer le J par 1 tiers de U moins 2V plus W, et remplacer moins 2K par donc moins 2 tiers de U plus V moins 2W. Je pense que c'était le plus naturel. Alors j'ai voulu faire le malin, donc j'ai regroupé ceci en écrivant, donc autrement j'ai écrit moins, entre parenthèses, I moins J, donc on a bien moins I, et donc il va y avoir moins I, donc j'ai rajouté 2 I pour compenser. Donc en faisant ça, j'ai fait apparaître I moins J et j'ai fait apparaître I moins K, qui sont respectivement V et W. Voilà. Mais sinon, donc, je vous disais, le plus simple hein, est de remplacer I, J et K par les expressions qu'on a trouvées en fonction de U, V, W. C'est beaucoup plus naturel. Voilà. Et donc, ce qu'on retrouve finalement, c'est moins V plus 2W. Et moins V plus 2W, ça signifie donc que l'image de V, c'est 0 fois U, qu'on retrouve ici, 0 fois U, moins 1 fois V, et ensuite plus 2 fois le W. Donc on retrouve la deuxième colonne. Et puis bon, pour l'image du troisième vecteur, donc f de W, c'est exactement pareil. Hein. On remplace W en fonction de I et K. C'est donc f de I moins f de K. On regarde le f de I et le f de K grâce à la matrice de F dans la base bêta. Une fois qu'on a tout ça, on trouve une expression en fonction de I, J et K. On remplace I par son expression en fonction de U, V, W, pareil pour J, pareil pour K, oubliez ma petite astuce éventuellement, et on trouve que du U, V, W à la fin, on trouve moins 2V plus W, et donc la troisième colonne c'est 0 fois U, moins 2 fois V, et 1 fois W. Donc on retrouve évidemment le même résultat, mais autrement. Donc c'est ce que j'ai écrit, on retrouve la même matrice. Il y avait une troisième question.
J'y vais, puis peut-être qu'après il y aura des questions. Donc troisième question, déterminer le noyau l'image de deux façons. Alors première façon, eh bien, puisqu'on a la matrice de f dans deux bases, eh bien, les deux façons correspondent au travail dans les deux bases différentes. Alors j'ai commencé par le plus simple, c'est-à-dire que regardez la matrice qui est là, il y a beaucoup de zéros, il y en a 5, il y en a plus que dans l'autre, donc autant commencer par cette matrice-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la matrice de f dans la base gamma? On voit déjà que la première colonne est nulle, donc ça veut dire que l'image du premier vecteur, c'est le vecteur nul, donc le premier vecteur est dans le noyau. Et puis, on voit assez clairement que les deux colonnes suivantes sont non proportionnelles, donc ce sont les images de deux vecteurs linéairement indépendants, ces images sont linéairement indépendantes. Donc ça signifie que l'image de l'application linéaire est de dimension 2 et que le noyau est de dimension 1. Donc assez clairement, on voit donc comme je le disais que le rang de la matrice est de 2, que le noyau, donc le premier vecteur U de la base est dans le noyau, il engendre le noyau, donc le noyau c'est vecte de U. Et l'image. Alors attention à l'image, c'est pas le deuxième et le troisième vecteur qui sont dans l'image. C'est l'image du deuxième et l'image du troisième vecteur qui sont dans l'image. J'ai vu pas mal de petites erreurs sur la notion d'image. Donc f de v, pour avoir une image, il faut chercher un vecteur qui est de la forme f de quelque chose. Voilà. Et donc sur la deuxième colonne, on a f de v, sur la troisième colonne apparaît f de w. Donc f de v et f de w sont deux vecteurs de l'image, linéairement indépendants, ça saute aux yeux sur la matrice. Et donc l'image est engendrée par vecte de f de v et f de w. Alors f de v c'est moins v plus de w, f de w c'est moins de v plus w, donc l'image c'est donc vecte de ces deux vecteurs-ci. Alors vous voyez que là en deux lignes, c'est résolu. Quand on a une matrice, on a travaillé pour avoir cette matrice-là, mais une fois qu'on a une matrice plus simple, eh bien déterminer l'image, déterminer le noyau, c'est beaucoup plus agréable. Alors deuxième façon, on revient à la première matrice, c'est-à-dire la matrice grand M, celle de f dans la base bêta, dans la base canonique. Alors, la base canonique, elle est plus sympathique, mais au final, dans cette base-là, la matrice de l'endomorphisme est moins agréable. La base est plus agréable, mais pas la matrice de l'endomorphisme, pas la matrice de f. Donc on travaille dans cette base bêta, dans cette base canonique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va commencer d'abord, comme souvent, par déterminer le noyau, c'est le plus simple. Donc on va dire qu'un vecteur x donc est dans ker de f, si et seulement si, f de x est nul. Et j'aurais pu mettre une petite flèche là sur le 0. Bon. Et donc f de x est nul, si et seulement si, donc le vecteur x, on l'écrit comme une combinaison linéaire de i, j et k. Et donc f de x est nul, si et seulement si, x f de i plus y f de j plus s f de k est nul. Ça équivaut à ce système-là, et donc comme souvent, donc on résout un système pour déterminer le noyau. Et donc on trouve x égale y égale z. Donc si on fixe z, on a x et y, on a une seule inconnue, donc le noyau est bien de dimension 1, et un vecteur est donc, fixons z à 1 par exemple, donc x égale y égale z égale 1, donc on va trouver ici un vecteur du noyau, donc 1i plus 1j plus 1k. Donc i plus j plus k, et donc c'est un vecteur qui engendre le noyau, puisqu'on vient de voir que c'est un espace de dimension 1, l'ensemble des solutions du système est un espace vectoriel de dimension 1. Ok, donc le noyau est donc engendré par i plus j plus k. On a travaillé dans la base bêta. Alors maintenant pour l'image, comme souvent une fois qu'on a le noyau, on utilise le théorème du rang, l'espace est de dimension 3, le noyau est de dimension 1, donc le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image, 3 moins 1, est égal à 2. Il faut donc trouver deux vecteurs de l'image linéairement indépendants. Et bien tout simplement, qui est dans l'image? Eh bien f de i est dans l'image. Il est non nul, très bien, je suis content. J'ai regardé f de j, il est non nul aussi, et non seulement il est non nul, mais en plus il est linéairement indépendant, f de j est linéairement indépendant avec f de i. Donc ces deux vecteurs-là forment une famille libre de deux vecteurs de l'image. Ça y est, c'est terminé, on est content, on a deux vecteurs de l'image. Et donc on peut dire que l'image de f est engendrée par donc f de i et f de j.
Donc pour l'exercice 8, cette fois-ci, alors ce qui est un petit peu différent, ce qu'on fait pas très souvent, c'est qu'on travaille dans le corps C, ici. Donc f c'est un endomorphisme, une application linéaire donc de C carré. Donc le corps va être C. La matrice de A, donc dans la base canonique. Donc alors la base canonique de C, donc ça va être 1i. Et donc c'est la matrice de l'application linéaire petit f, c'est donc -1, -2i et 2i2. Très bien. On a deux vecteurs, epsilon1 et epsilon2, qui sont donnés dans la base canonique. Donc la base canonique de C2, c'est donc pareil, enfin, excusez-moi, la base canonique de C2 sur C, ça va être, j'ai peut-être dit une bêtise juste avant, c'est 1, 0 et 0, 1, la base canonique de C2. Mais le corps est C. Voilà. Donc I2, ça va donc être epsilon 1, va être donc être égal à I fois le premier vecteur de la base canonique, plus 2 fois le deuxième vecteur de la base canonique. Et epsilon 2 va être égal à moins 2i fois le premier vecteur de la base canonique, et plus 1 fois le deuxième vecteur de la base canonique. Alors la question c'est, il faut démontrer que cette famille forme une base de ces deux. Alors, plusieurs façons de faire. Pour démontrer que c'était une base, puisque C carré donc est un espace vectoriel de dimension 2, eh bien j'ai regardé, vérifié si la famille epsilon 1, epsilon 2 était bien une famille libre. Donc en regardant si A epsilon 1 plus B epsilon 2 égale 0, ça implique donc qu'on a un système ici. Et donc ça implique que A est égal à B est égal à 0. Donc la famille est libre, elle contient deux vecteurs, la dimension de C2 sur C, c'est 2, et donc on a bien une base de C carré. Donc c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire aurait été d'écrire, alors je vais l'écrire, je cherche mon petit stylo, voilà. Ça aurait été d'écrire la matrice. Alors, il faut absolument que je prenne un. J'ai une tablette, je n'ai pas pensé à la prendre. Donc la matrice dans la base canonique, donc on va l'appeler B indice C pour la base canonique, de la famille donc epsilon 1, epsilon 2. Ah oui, j'ai perdu mon stylo. Pouf. Donc epsilon 1, pardon. Ah, j'ai plus accès à rien. Excusez-moi, je maîtrise plus rien du tout là. Voilà. Non, rien du tout. Ah oui, j'ai plus du tout le contrôle de ma souris. Enfin si, mais le contrôle plus rien. Mince. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Ouais. Alors attendez. Je vais arrêter de partager, puis je vais remettre le partage. Alors j'arrête l'enregistrement déjà. Ouais, je peux même pas arrêter l'enregistrement. Ok. Ok. Voilà. Donc je disais que on peut écrire aussi la matrice. Hop. J'écris un petit peu plus vite, ce sera un peu moins joli. Dans de la famille epsilon 1, epsilon 2 dans la base canonique. Donc dans la base canonique, BC, et donc on va écrire la famille de epsilon 1, epsilon 2. Voilà. Et donc cette matrice, donc la matrice de epsilon 1, epsilon 2 dans la base canonique. Donc epsilon 1 a pour coordonnées I2, donc on va avoir I et 2. Epsilon 2 a pour coordonnées moins 2i, et puis 1. Et voilà. Et donc là, on a la matrice de la famille epsilon 1, epsilon 2. On peut calculer le déterminant tout simplement de cette matrice. Donc le déterminant, je ne vais pas écrire, mais le déterminant c'est donc i plus 4i, donc 5i. 5i est non nul, le déterminant est non nul. Donc ça signifie que la famille epsilon 1, epsilon 2 est une base de donc C carré. Voilà, c'est une famille libre, donc une base de C carré.
Donc voilà tout simplement comment on pourrait démontrer autrement que la famille est une base sans passer par la résolution d'un système en démontrant qu'elle est libre. Alors, bon, très bien, on a une base de ces carrés, c'est une autre façon de faire. Et donc la matrice, bah oui, elle est ici, en plus, la matrice qui est ici. Donc la matrice qui donne l'expression colonne par colonne des vecteurs de la base epsilon, donc epsilon 1, epsilon 2, en fonction des vecteurs de la base canonique. Et donc c'est bien la matrice de passage de la base canonique vers la base epsilon, donc epsilon 1, epsilon 2. C'est cette matrice de passage. Et alors attendez, la question c'était de démontrer que c'est une base, donc ça c'est fait, et montrer que la matrice de f, dans la base epsilon 1, epsilon 2 est diagonale. Et donc si on a cette matrice de passage, donc on va écrire la matrice de passage inverse, donc P-1, j'ai pas fait les calculs. Alors comment déterminer P-1 soit on fait comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on écrit cette matrice-là, je la renomme grand P, et j'écris que grand P fois x égale grand x', avec grand x et grand x' des vecteurs colonnes qui auront deux lignes. Et si px égale x', ça équivaut à x égale p-1x'. Et donc il faut inverser les expressions des coordonnées de x en fonction de x' pour avoir ceux de x' en fonction de x. On trouve la matrice de passage inverse. Ou bien, comme c'est une matrice de 2, j'avais donné dans le cours une expression de la matrice inverse d'une matrice de 2, et je vous conseille très fortement de la connaître. Et donc là, c'est 1 sur le déterminant. Alors attention, il y a eu des petits calculs. Le déterminant, en fait, il vaut donc 5i. Donc c'est 1 sur 5i fois, donc rappelez-vous, on inverse le a et le d, et on prend les opposés de b et c. Et bon, si on retravaille tout ça, on simplifie par 2, on va bien retomber sur la bonne matrice. Donc plusieurs façons pour déterminer la matrice inverse. Ou bien, dernière façon, on part de la matrice P ici de passage. Parallèlement, on a la matrice identité, et on effectue sur les deux matrices les mêmes opérations élémentaires sur les lignes, pour que depuis P on arrive à l'identité, et de l'identité on arrivera à P-1. En tout cas, vous avez P-1, et donc là, à nouveau, on a un changement de base, et donc la matrice de f dans la nouvelle base, donc dans la base epsilon, donc c'est l'équivalent de M' si vous voulez, du cours, et donc le M' il vaut P-1MP, où M est la matrice qu'on avait dans l'ancienne base. Donc c'est-à-dire la matrice de f dans la base canonique, donc nous, ici, on l'appelait A. Donc on pourrait dire A' égale P-1AP si vous voulez. J'ai écrit donc le P-1AP, le calcul, on trouve bien une matrice diagonale. Voilà. Une fois qu'on a cette matrice diagonale, la question c'est en déduire A puissance n. Alors là c'est un résultat très classique, puisque P-1AP est égal à D qui est diagonale, on multiplie par P à gauche et par P-1 à droite les deux membres de l'égalité, et on trouve A qui est égal à PD P-1. Voilà, donc A égale PD P-1, c'est ce que j'ai écrit en dessous ici, et ça on l'a très souvent. Ah oui, alors il y en a qui veulent... il y a des questions peut-être, ou il y en a qui veulent rentrer peut-être. Oui, monsieur, j'avais une petite question. En fait, vous pourriez expliquer comment vous avez exprimé le A, s'il vous plaît? Enfin, je vois pas très bien comment vous faites pour exprimer A avec D. Enfin, vous marquez récurrence très classiquement, mais... Ah oui, d'accord, ok. Donc, est-ce que ça va pour arriver à A égale PD P-1? Non, justement, c'est ça qui... Qui va pas, parce que donc la matrice de f dans la base epsilon, donc dans la nouvelle base, ça c'est le cours, on l'a appelé M' dans le cours, donc c'est P-1 à P. Donc on a l'égalité ici entre, je vais reprendre, et puis je pense que ça devrait aller, si ça va pas tu me dis. Donc on a l'égalité P-1 à P est égal à D. Oui. Voilà, donc on multiplie par P à gauche de cette égalité-là, et on multiplie par P-1 à droite. Ah, d'accord. Voilà, Okay. voilà, en multipliant par P à gauche, P-1 disparaît, et par P-1 à droite, il ne reste plus que A. Voilà. Voilà. Ok, nickel, merci. Je vais peut-être un petit peu vite, voilà. Et une fois qu'on a ça, donc on a A égale P fois D fois P-1. Voilà. Alors, même astuce, une fois qu'on a cette égalité-là, le A puissance n, donc c'est une récurrence très classique, ça va être égal à P fois D fois P-1 puissance n. Alors pourquoi? Je vais l'écrire une fois. Ah oui, non, j'ai pas mon stylo.
Donc je l'écris un tout petit peu uniquement. Ça c'est vraiment un truc classique qu'on a déjà fait plusieurs fois, j'en suis sûr. Donc A c'est P, D, P-1. Voilà. Si on écrit A carré, on va donc avoir encore fois... Ah, j'ai perdu mon stylo. Ah, ok, j'ai tout perdu comme tout à l'heure. Bon, je comprends pas. J'ai un problème de souris là. Bon, bref. Et donc on a, je vais le dire à l'oral, alors on a A égale PD P-1, et donc A carré c'est P fois D fois P-1 fois P fois D fois P-1. Et donc là au milieu de ce produit on a P-1 fois P. P-1 fois P ça fait l'identité, et donc il va rester pour A carré P, D, identité, D, P-1. C'est-à-dire finalement P, D, D, P-1. Donc P fois D carré P-1. En fait, il y a des tas il y a P, P-1 qui disparaît, et qu'on écrit A puissance N, c'est pareil, on va avoir on va avoir P fois D fois P-1, fois P fois D fois P-1, fois P fois D fois P-1, et il y aura plein de P-1P qui vont disparaître, il va rester donc D puissance N. Bon, c'est un grand classique. Le D puissance N, une fois qu'on arrive donc à cette expression-là, franchement, c'est pas une récurrence à faire, ça, hein, par contre. Le D puissance N, c'est la puissance énième d'une matrice diagonale, c'est pour ça qu'on l'appelle D, et c'est bien pratique, ça permet de retenir. La puissance énième d'une matrice diagonale, ce sont les coefficients diagonaux à la puissance N. Et donc finalement, pour le calcul de A puissance N, revient à calculer P, matrice qu'on a écrit devant là, fois... ouais, le 1 dixième, j'ai sorti, hein. Le 1 dixième était normalement ici, mais je l'ai mis complètement devant, c'est un coefficient. Donc la matrice P fois la matrice D puissance N, donc les coefficients diagonaux de D à la puissance N, fois la matrice P-1 avec son 1 dixième qui est passé devant. Voilà, vous effectuez le calcul dans l'ordre que vous voulez. On a une expression en fonction de n, et l'expression est encadrée ici. Voilà pour la correction de cet exercice 8. Est-ce que vous avez des questions sur celui-ci ou pas? Dans l'enregistrement. Donc pour la suite, on considère l'application phi qui va de E dans E, qui a f associé f'. Donc on demande de donner la matrice de phi relativement à la base bêta. Donc la matrice de phi dans la base bêta. Donc je remonte un tout petit peu, je ne sais pas si vous allez voir. Alors f0' c'était moins f0. Donc puisque f0' c'est moins f0, ça signifie que phi de f0 est égal à moins f0. Donc phi de f0, c'est sur ça va nous donner la première colonne, c'est moins f0, donc moins une fois f0. On avait calculé phi de f1, la dérivée de f1, c'était f0 moins f1. Et donc phi de f1 va nous donner la deuxième colonne, c'est 1 fois f0 et moins 1 fois f1, et puis 0 f2. Alors que phi de f2, qui est égal à f2', on trouvait 0 fois f0, 2 fois f1 et moins 1 fois f2. Donc voilà, on en déduit la matrice de phi dans la base bêta. Et ah oui, je crois que c'est peut-être que ça on avait fait, mais c'était le calcul de G, effectivement, ça me revient, là on en était en cours. Donc on avait une application G, qui était donc l'application qui a x associé 8x2 moins 2x plus 3 e de moins x, et il faut déterminer la dérivée énième. Alors évidemment on a une expression avec la formule de Leibniz, mais là c'est pas le but du tout, hein. Le but c'est d'utiliser ce qu'on vient de voir, donc notre structure d'espace vectoriel ici. Donc ça veut dire que la fonction g, en fait, on peut l'écrire en développant ici. On va l'écrire comme une combinaison linéaire de f0, f1, f2. Et donc g c'est 3f0, moins 2f1 et 8f2. D'où la matrice de g dans la base bêta f0, f1, f2, donc 3, moins 2, 8. Une fois qu'on a ça, donc la matrice M, c'est la matrice qui est au-dessus. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que G'? Eh bien, on en avait parlé au moins dans un des deux groupes. G', c'est donc phi de G. Et phi de G, matriciellement, ça signifie quoi? Donc, pour avoir G', on cherche la matrice de G'. Et la matrice de G', c'est
la matrice de G, de petit g, que j'ai appelé grand G, fois grand M à gauche. Donc le produit matriciel, la matrice de l'application linéaire fois la matrice de notre vecteur, puisque petit g est un vecteur de l'espace, eh bien nous donne l'image de notre vecteur, donc petit g par cette application linéaire. L'image sous forme matricielle. Donc G' c'est mg, et donc la dérivée énième de petit g qu'il faut calculer, donc c'est m puissance n fois g. À chaque fois qu'on multiplie à gauche par m, en fait, une matrice colonne, ça revient à effectuer une dérivation, dans l'espace grand E bien entendu. Donc il faut calculer m puissance n. Alors pour calculer m puissance n, on a une matrice m. Comment calculer la puissance nème? Si c'est une matrice diagonale, c'est évident, mais là elle n'est pas diagonale. Donc la technique, on l'avait vu, c'était de décomposer grand M en somme d'une matrice identité, ou plutôt moins identité, et d'une matrice n qui est nilpotente. Donc nilpotente parce que diagonale strictement supérieure. Aucun des éléments nuls en dessous de la diagonale est sur la diagonale. Voilà, et donc n c'est la matrice qui est là, n carré, il n'y a plus qu'un coefficient, et n3 est nul. Donc ensuite on veut calculer m puissance n, donc c'est moins i plus n à la puissance n. La justification de ceci, attention je ne l'ai pas écrit mais il faut absolument l'écrire, c'est le fait que moins i et n commutent, sinon on n'a pas le droit d'utiliser le binôme de Newton. Donc là sur une copie je me prendrai 2-3 points en moins. Donc attention, absolument écrire que moins i et n commutent, sinon on ne peut pas utiliser le binôme de Newton. Mais comme elles commutent, on peut utiliser le binôme de Newton. Donc c'est-à-dire moins i fois n, c'est moins 1 fois i fois n, et i fois n, c'est n fois i, c'est n. Donc il n'y a pas de problème pour la commutativité, mais il faut penser à le dire. On utilise le binôme de Newton. On a des puissances croissantes d'une matrice, décroissantes de l'autre, donc l'idée c'est de prendre des puissances croissantes sur la matrice n, puisqu'on sait qu'à partir de n3 ça vaut 0. Donc finalement la somme va s'arrêter à 2. Attention, la somme s'arrête à 2, mais on ne remplace pas n par 2, c'est pas ça, c'est juste que voilà, à partir de k égale 3, les termes là valent 0. Donc ça sert à rien de les écrire. Donc, puisqu'on en est là, on n'a plus que 3 termes au total pour k égale 0, k égale 1 et k égale 2. C'est ce que j'ai écrit ici, les 3 termes. J'ai mis moins 1 puissance n en facteur, donc une petite alternance de plus 1 et de moins 1 à l'intérieur. Calcul des coefficients binomiaux, et donc grand N on la connaît, grand N2 on la connaît aussi, et donc j'ai fait le calcul ici, donc là on a la matrice m puissance grand N. Une fois qu'on a m puissance grand N, on calcule m puissance grand N fois g. Donc c'est un produit matriciel, il n'y a pas grand chose de très compliqué à faire. Alors là c'est pas très rigoureux ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai mis en ligne plutôt que de le mettre en colonne. Donc on devrait avoir moins 1 puissance grand N, le F0 c'est tout le coefficient qui est ici. Donc ça c'est la première ligne de la matrice, le F1 est ici et le F2 est ici. J'ai mélangé, là c'est pas très bien, l'expression matricielle et l'expression vectorielle dans la base F0, F1, F2. Voilà, ce qui permet d'écrire directement G puissance n, donc on l'a directement au-dessus. Ah oui, il y avait une question 4, par contre, j'avais oublié. Alors, question 4, on a h, donc la fonction qui est ici, et il fallait résoudre l'équation différentielle y' plus y égale h. Alors, on résout classiquement d'abord donc l'équation homogène qu'on écrit, donc y' plus y égale 0, donc ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. Donc on a une solution en général, qui est les fonctions qui a x associé lambda exponentielle moins x, puisque le coefficient ici est, ça s'écrit y' égale moins y. Donc pour tout lambda dans R, donc on a un espace vectoriel de solutions, rappelez-vous, les solutions l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire, donc ici on a un espace vectoriel de solutions. Et non seulement on a un espace vectoriel de solutions, mais comme lambda varie dans R, toutes ces solutions sont des multiples de la fonction qui a x associé exponentielle moins x. Donc l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension 1.
et je crois que c'est la fonction f0, je remonte un petit peu, celle qui a x associé moins x, oui c'est ça, voilà. Donc ça signifie que, je suis allé trop bas, oui voilà, voilà on est ici, et donc ça signifie que finalement l'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est donc vecte de f0. C'est donc un espace de dimension 1. Alors, là où c'est intéressant, là où intervient H, c'est pour la détermination d'une solution particulière, puisque l'ensemble des solutions de l'équation y' plus y égale h est constitué de, où la forme générale d'une solution, c'est une solution particulière plus une solution quelconque de l'équation homogène. Alors, comment déterminer une solution? Eh bien, l'idée, c'est de la chercher dans notre espace vectoriel, dans grand E. Alors, notons petit y0 une telle solution. Et donc, si petit y0 est une solution dans grand E, ça signifie que sa matrice que je note grand y0, matrice dans la base bêta, va se noter par exemple petit a, petit b, petit c. Donc ça signifie que petit y0, notre solution particulière, s'écrit sous la forme petit a f0 plus petit b f1 plus petit c f2. La matrice, la fonction h qui est ici, on a aussi sa matrice dans la base bêta. H, c'est donc 2 fois f0 et 2 fois f1. Et puis 0 fois f2. Donc, l'équation différentielle y' plus y0 égale h s'écrit matriciellement y0', c'est la dérivée de y0, mais la dérivée s'obtient matriciellement en multipliant par m à gauche. Donc ça s'écrit my0 plus y0 égale h. On factorise par y0 à droite, et donc on a m plus identité y0 égale h. m plus identité y0 égale h, matriciellement c'est cette écriture-ci. Alors, m plus identité, c'est pas une matrice inversible, hein, vous voyez que c'est une matrice d'ailleurs nilpotente ici à nouveau, non inversible, puisque triangulaire, mais de rang 2 et non pas de rang 3. Donc, elle n'est pas inversible, donc on ne peut pas inverser le système, donc on va tout simplement on va écrire le système, et donc ça équivaut à dire que b égale 2 et 2c égale 2. Et puis on n'a aucune condition sur petit a. Donc j'ai pris, on cherche une solution particulière, on n'en cherche pas, comme d'habitude, on cherche une solution particulière. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a aucune condition sur petit a? C'est normal, parce que petit a, ici, c'est le coefficient de f0 dans l'expression de y0. Mais f0, de toute façon, c'est la forme générale, ou c'est le vecteur qui engendre les solutions de l'équation homogène. Donc rajouter un certain nombre de f0, de toute façon ça ne change rien, puisque rajouter des f0, c'est rajouter des solutions, ou une solution de l'équation homogène. Donc c'est pour ça que petit a n'intervient pas dans la solution. Donc par exemple avec a égale 0, donc on a y0 qui vaut 2f1 plus f2, c'est une solution particulière. Une solution particulière. Et si on rajoute n'importe quel coefficient fois f0, on rajoute n'importe quelle solution de l'équation homogène. Et donc je dis bien entendu, hein, on en déduit l'ensemble des solutions de l'équation, qui sont donc la forme générale des solutions de l'équation homogène, donc petit a f0, alors je vais peut-être l'écrire dans le chat, voilà, normalement j'écris ça. Donc la forme générale des solutions de l'équation homogène, c'est petit a f0 plus 2f1 plus... excusez-moi, la forme générale des solutions de l'équation plus f2. Voilà. Et donc là, j'ai écrit dans le chat AF0 plus 2F1 plus F2. Et on dit que A appartient à R. Et donc en faisant varier A dans R, on obtient l'ensemble des solutions de l'équation. Est-ce que ça va ?
La matrice colonne à 2, 2, 0.